Du poulet, vivant. Mon estomac a immédiatement grondé. Mes jambes m'ont conduit au poulet qui courait dans la cour. Et en un instant, je l'ai attrapé, respirant cette délicieuse odeur. C'était la seule façon de satisfaire ma faim. Il n'y avait pas d'autre issue. J'ai porté le poulet à mes lèvres et j'ai ouvert la bouche. J'ai vécu avec mon frère Nicolas et je l'ai élevé seul. Même si nous avons hérité d'une maison, l'argent provenant d'un emploi à temps partiel suffisait tout juste à couvrir les besoins essentiels, comme la nourriture et les factures. Cependant, je n'ai jamais demandé de l'aide à qui que ce soit, car les gens n'aident pas gratuitement. Et en plus, c'est humiliant. J'ai toujours dit à mon frère qu'on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. On s'est débrouillé bien ensemble, mais un jour, j'ai eu très mal au ventre. Les pilules n'ont rien arrangé et j'ai dû aller à la clinique. Après l'examen, les mots du docteur m'ont horrifiée. Il a dit que j'avais une maladie rare et dangereuse. Mon estomac était autodestructeur et nécessitait d'une opération coûteuse. J'ai eu les larmes aux yeux. Je n'ai pas ce genre d'argent. Mais le médecin m'a soudain informé qu'il disposait d'un développement expérimental pour de tels cas. Un mécanisme qui s'attache à l'estomac et l'empêche de se rompre. Et le mieux, c'est qu'il est entièrement gratuit. Car le traitement est encore en phase de test. Je me suis méfiée. L'aide gratuite était suspecte, mais je me suis souvenue de mon frère. Qui d'autre va-t-il avoir, sauf moi? Pour Nicolas, ça vaut la peine de risquer. J'ai signé l'accord, et le même jour, j'ai été hospitalisée. Après l'opération, mon estomac a enfin cessé de me faire mal et j'ai pu sortir de l'hôpital quelques jours plus tard. Nicolas était incroyablement heureux de me voir en bonne santé. Et petit à petit, nous sommes retournés à nos vies normales. La seule chose, je me sentais toujours nauséeuse après avoir mangé, alors j'ai progressivement réduit mes portions. Chaque jour, de moins en moins, jusqu'à ce que je réalise. La nourriture ne m'attire pas du tout. De plus, je ne peux rien manger du tout. J'ai commencé à perdre du poids à cause de ça, mais j'ai essayé de l'ignorer. Peut-être que c'est juste un effet secondaire de l'opération et que ça va disparaître bientôt. C'est ce que je pensais, jusqu'au jour où un voisin est venu demander du sel. Et pendant qu'il me parlait, je ne pouvais pas me détacher les yeux de lui. Ça sent tellement bon, c'est fou! Je lui ai tendu le sel, puis le voisin est venu tout près. Je ne pouvais pas m'en empocher. L'odeur me rendait folle, mais c'est la chemise qui sentait. La seconde suivante, j'étais sur lui, essayant de mordre dans un morceau de tissu. Le voisin m'a jeté, horrifié, et s'est précipité dans la cour. Je me suis retrouvée seule avec mon bouton arraché, et je n'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai essayé de manger sa chemise. Quoi? Je pensais qu'il s'agissait d'un simple malentendu, mais le lendemain, alors que je me rendais à mon travail à temps partiel et que je mettais mes chaussures, j'ai aperçu la chaussure. Les lacets scintillaient si délicieusement comme le chocolat. Mon estomac a gargouillé plus fort, et c'est là que ma tête a explosé. J'ai retiré la ficelle et l'ai engloutie avec gourmandise. Et puis ma faim s'est calmée. Je me suis figée de terreur. C'était quoi ce boucan? Au lieu d'aller travailler à mon emploi à temps partiel, je suis immédiatement retournée à la clinique. Je leur ai décrit mes symptômes. Mais la réceptionniste m'a gentiment répondu que c'était un effet secondaire de l'opération. Ça va disparaître bientôt. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi et les paroles des médecins m'ont fait me sentir mieux. Je souhaite que cet effet disparaisse rapidement. J'étais tellement absorbée par mes pensées que je n'ai même pas remarqué que je me suis mise à mordiller la cravate de l'homme assis à côté de moi. Ce n'est que lorsqu'il m'a crié rageusement d'arrêter que j'ai repris mes et j'étais complètement confuse. À partir de ce moment-là, la faim est devenue de plus en plus forte. Mon estomac grondait, je ne pouvais plus rien manger de normal. Je ne pouvais même pas soulever mon sac à cause de l'épuisement. Nicolas a vu que quelque chose n'allait pas chez moi et était très inquiet. Mais je l'ai rassuré et lui ai dit que cet effet secondaire allait bientôt passer. Un jour, Nicolas faisait ses devoirs. Mais quand il est allé chercher de l'eau, j'ai soudain regardé son cahier de devoirs et l'encre sur le papier semblait si délicieuse. Comme une folle, je me suis jetée sur les cahiers et les mis dans ma joue-bouche. J'ai mâché feuille après feuille. Juste à ce moment-là, Nicolas est revenu avec un verre d'eau. Il s'est figé en état de choc et m'a demandé ce que je faisais. J'ai recraché le reste du cahier et j'ai immédiatement plaisanté en disant qu'il était dégoûté de ses devoirs et que je lui avais seulement rendu service en les mangeant. Mon frère a ri et j'ai expiré doucement. Le lendemain matin, je me suis réveillée totalement épuisée et je suis allée me laver le visage. Mais lorsque j'ai pressé le dentifrice sur ma brosse,
Je réalisais qu'elle avait aussi une odeur terriblement attirante. C'était comme si on m'avait retiré la chaîne. J'ai résolument pressé tout le tube de dentifrice dans ma bouche. Mais ce n'était pas suffisant, et j'ai mangé le tube lui-même. La faim a immédiatement disparu, et je me suis sentie mieux. J'avais faim et la faim ne voulait pas se calmer. J'ai donc acheté un lot de lacets dans le magasin le plus proche et je les ai mangés comme des spaghettis avec du papier, du tissu et des emballages. Et ma friandise préférée était le sandwich à la sciure de bois recouvert d'une tranche de savon. Et la salade d'emballage, c'est juste divin. Miraculeusement, j'ai réussi à cacher mon régime à Nicolas. Et devant lui, je faisais semblant de manger de la nourriture normale avec lui. Mais je la jetais à la poubelle dès que je pouvais. Je mangeais beaucoup, mais je ne prenais pas de poids car mon alimentation manquait de nutriments. Au bout d'une semaine, je suis devenue très mince. Les choses me pendaient. J'avais besoin de nourriture normale. Un jour, je suis allée travailler à temps partiel à la campagne et soudain, j'ai senti une odeur de poulet dans le jardin de quelqu'un. Un poulet vivant. Je me rappelle même pas m'être faufilée et l'avoir pris. J'avais tellement faim. Je l'ai mis près de ma bouche quand soudain je me suis figée. Non, c'est trop. Je ne m'abaisserai pas à ça. J'ai lâché le poulet effrayé et me suis immédiatement rendue à la clinique. Sautement, j'ai fait confiance à des étrangers. Je suis arrivée et je me suis dirigée résolument vers la réceptionniste. Les effets secondaires ne disparaissent pas, ils ne font qu'empirer. Mais la réceptionniste a soupiré et a répondu que ma vie avait enfin été sauvée. De quoi je me plains? Une vie sauvée? Cette configuration expérimentale est la même mort, mais plus lente et par épuisement. Je vais vous dénoncer à la police, bande d'escrocs. Mais l'administratrice a changé de visage. M'a montré le dossier et m'a dit que j'avais signé moi-même l'accord et la renonciation. Donc, que tout était légal. Et personne ne voulait même écouter au poste de police. Je me suis retournée déçue et je suis sortie dans le hall. C'était vraiment la fin. Là, j'ai remarqué une fille très mince. Elle mâchait d'un air agacé avec un contrat à la main. Apparemment, on lui avait aussi refusé de sortir le mécanisme de son estomac. Et puis ça m'a frappée. Personne ne m'écouterait vraiment seule. Mais s'il y avait des centaines d'entre nous, exactement avec l'aide d'autres personnes, j'obtiendrais justice. Je suis allée vers cette fille et lui demandai de distraire les réceptionnistes. Elle voulait clairement se venger d'elle et a immédiatement accepté. Pendant que la fille criait et jurait contre la clinique, j'ai pris le formulaire de permission sur le comptoir et je me suis précipitée hors de la clinique. Toute la journée, j'ai appelé des patients et écouté leur histoire d'horreur. J'ai compris que cette clinique ne faisait que prétendre d'aider les malades. En réalité, ils recherchaient de nouveaux traitements et menaient des expériences illégales sur des clients. Nous étions leurs cobayes. J'étais tellement en colère. Donc, dès le matin, nous nous sommes rassemblés avec toutes les victimes devant la clinique. L'administrateur a dû appeler le médecin et écouter toutes nos exigences. Tout restituer tel quel, sous peine d'un long procès et d'une couverture médiatique. Avec autant de plaintes, ils ne s'en sortiront pas. À la suite de négociations, l'administration a cédé et nous avons tous été inscrits pour des opérations au cours desquelles les dispositifs ont été retirés de nos estomacs. La clinique a quand même perdu sa licence. L'un de ses patients avait des liens avec la police. J'étais contente, mais je savais maintenant que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Après tout, sans l'appareil, mon estomac a continué de se détériorer. Une fois de plus, je me suis rendu compte que le fromage gratuit n'existe que dans une souricière. Mais j'ai eu une grosse surprise lorsque les bénévoles m'ont annoncé qu'ils avaient travaillé ensemble pour collecter des fonds pour mon opération. Il s'est avéré que l'une des victimes était propriétaire d'un fonds destiné aux personnes en situation difficile et avait décidé de m'aider. J'étais si reconnaissante et Nicolas sautait littéralement de joie. Sa sœur allait vivre. Et puis j'ai réalisé que j'avais tort. Vous ne pouvez pas vivre en vous méfiant constamment des gens. Et demander de l'aide n'est ni honteux, ni effrayant. Oui, il y a de mauvaises personnes dans le monde, mais il y a beaucoup plus de bonnes personnes. Je veux être comme ça. C'est pourquoi j'ai obtenu un emploi dans cette fondation. Le monde ne manque pas de bonnes personnes, et l'essentiel est d'être parmi elles et de les rendre un peu meilleures. Vous aimez la vidéo? Inscrivez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Salut, je suis Viviane et j'ai 19 ans. Êtes-vous prête à renoncer à dormir pour 1000 $? Je n'ai pas dormi pendant 10 jours de suite. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment cette expérience se terminera et comment vous sentirez le 10e jour.
Veuillez ne pas reproduire ce que vous voyez. C'est dangereux pour votre santé et votre vie. Un jour, Sharon et Kimberly m'ont rappelé comment je me vante de ne pouvoir dormir que 3 à 4 heures. Et elles m'ont donné un défi et ont demandé si je serais capable de ne pas dormir du tout. Et je devais dire oui. Nous avons parié $1000 que je battrais le record du monde Guinness officiel pour rester éveillée et ne pas dormir pendant plus de 11 jours. J'avais besoin d'argent et j'ai accepté. Pendant tout ce temps, j'ai dû rester dans mon appartement et diffuser sur le web sur les réseaux sociaux. J'ai été autorisée à aller aux toilettes pendant un maximum de 5 à 7 minutes et à la douche pendant 15 minutes. Sharon et Kimberly voulaient même que je m'assoie dans la salle de bain avec une caméra, mais je leur ai carrément dit non. En aucune façon. Les 3 premiers jours d'expérience se sont bien déroulés en termes de conditions physiques. Mais psychologiquement, c'était difficile. Il y avait encore tant de jours à tenir. Et que ferais-je tout ce temps? Pour passer le temps, j'ai appelé tous mes amis et ma famille. Ensuite, j'ai lu, mais c'était une mauvaise idée parce que la lecture m'a immédiatement endormie. Google a suggéré que vous devriez mâcher des chewing-gums, allumer le climatiseur pour avoir froid ou mettre des vêtements inconfortables. Comment combattez-vous l'envie de dormir? Partagez-le dans les commentaires. Peut-être que j'utiliserai vos astuces de vie la prochaine fois. Le public était initialement si petit que je voulais terminer l'expérience. Mais pour le bien d'un petit nombre d'abonnés qui m'ont soutenu et écrit des commentaires, j'ai continué. Eh bien, j'avais vraiment besoin d'argent. À partir du 4e jour, les vues ont considérablement augmenté. Je suis devenue populaire. J'ai même été mentionnée par plusieurs grands blogueurs. Cela m'a donné de la force et l'envie de continuer. J'ai reçu beaucoup de messages d'étrangers. Certains m'ont fait des éloges, certains m'ont grondé. Les haineux n'ont pas non plus manqué l'occasion de m'humilier et de m'insulter. Le public et le monde entier. À la fin du 5e jour, Alain, un étudiant en médecine, a commencé à regarder mon expérience. Il m'a soutenu, m'a gardé éveillée la nuit et s'est engagé dans de longues conversations sur Skype. Cela m'a beaucoup aidé les 6e et 7e jours, quand j'avais une affreuse envie de dormir. J'ai partagé les détails de ce que je ressentais avec lui et en général, j'ai aimé notre communication. En outre, en tant que médecin, il a suggéré quels aliments je devrais manger pour faire fonctionner le cerveau et ce que je devais faire. Ça m'a aidé, bien que parfois, au contraire, je me sentais très fatiguée et je tombais presque dans un sommeil lourd. Le 8e jour, ma santé s'est soudainement détériorée. Au début, j'ai entendu ma mère me parler. Même si mes parents habitaient à 100 km, j'étais terrifiée. Puis, un soudain sentiment de mort imminente m'a envahi comme si j'allais mourir à l'instant. J'en ai parlé à Alain et il est soudain devenu nerveux et m'a dit d'arrêter immédiatement l'expérience. Il hurla comme un fou, crachant presque à travers l'écran. Il a crié que mon corps ne pouvait pas le supporter. J'ai éteint Skype et l'ai abandonné. Et 2 heures plus tard, l'ambulance est venue à ma porte. J'ai dû expliquer au médecin que je n'étais que légèrement malade. Bref, je leur ai franchement menti, alors ils sont partis le plus tôt possible. Après cela, j'ai appelé mes amis et elles m'ont dit qu'Alain voulait me remonter le moral et m'envoyer une livraison de plats délicieux. Et ces imbéciles, ignorant tout, ont donné mon adresse. Et cet enculé a appelé la police. J'étais furieuse, je l'ai accusé de ne pas être un vrai médecin. Et je dis qu'il ne comprenait rien et qu'il n'avait donc pas le droit de me dire quoi faire. À cela, Alain a déclaré qu'il était engagé dans la neurophysiologie et rédigé un document de cours sur l'influence du sommeil et son absence sur le corps. Il a également admis qu'il m'avait spécifiquement demandé de faire certaines choses pour voir ma réaction. Comme si j'étais un cobaye. Je n'ai pas consenti à être un rat de laboratoire pour la science. Et tu l'admets maintenant? J'ai crié. Puis, il y a eu des babillages comme « J'ai honte, je veux tout réparer, je suis désolée, arrête l'expérience ». Après cela, j'ai raccroché et bloqué tous ses comptes. Avez-vous déjà voulu abattre une porte, casser de la vaisselle et les meubles de votre colère? Comment vous êtes-vous arrêté?
La seule chose qui m'a arrêtée, c'est que c'était un appartement loué et que rien ne pouvait être détruit ici. J'ai décidé d'exprimer toute la douleur de la trahison à mon public. Mais je ne pouvais pas le faire. Mon cœur me faisait mal, commençait à battre de façon inégale. Mes yeux s'assombrirent soudainement et je m'assis sur une chaise. Il y avait un sentiment de peur inexplicable. Puis, Alain est apparu devant moi. Il parlait avec la voix de ma mère et m'a appelé pour le dîner. L'hallucination n'a pas disparu pendant un moment. J'ai donc lancé un film sur mon ordinateur pour bannir les symptômes. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, je me suis dit. Je n'avais besoin. Le fait est que ma mère et mon père ont récemment perdu leur emploi à cause de la crise. La location n'était pas suffisante et je n'ai pas pu trouver un nouvel emploi. J'ai donc accepté ce pari car il s'agissait d'1 millier de dollars. Le 9e jour a été encore plus difficile mentalement, physiquement et psychologiquement. Je n'avais pas la force de m'accrocher. Alors j'ai juste fait le tour de la pièce en rond et quand j'étais fatiguée de marcher, je me suis allongée par terre. Je n'ai pensé à rien mais j'ai ressenti un poids sans fin. Impitoyable, oppressif, insupportable. Mes oreilles sonnaient et il était impossible de se concentrer sur quoi que ce soit. J'étais sur le point de tout laisser tomber et d'aller dormir. Mais à ma grande horreur, mon cerveau a cessé d'envoyer le signal. Il est temps de dormir. Il y avait une sorte de dysfonctionnement. Je rappelais moi une ambulance, mais c'était beaucoup trop à penser et à analyser. Le 10e jour était le dernier de l'expérience. Mon côté droit, mon cœur et ma tête me faisaient terriblement mal. La lumière me faisait mal aux yeux et je voulais grimper au mur. Mes bras, mes jambes et ma tête tremblaient, mes hallucinations empiraient. À un moment donné, il m'a semblé que des cambrioleurs faisaient irruption dans l'appartement. J'ai commencé à crier sauvagement. Ensuite, je me souviens de rien. Obscurité totale. Je me suis réveillée à l'hôpital, sur une goutte et étonnamment, en excellent état. Sharon et Kimberly étaient là. Elles m'ont dit qu'elles étaient venues me voir dès que je me sentais malade. Mais Alain était en avance sur elles. Il m'a injecté quelque chose qui m'a directement endormie. Mes amis ont appelé la police et il a été amené au poste de police pour fournir des services médicaux sans permis. J'étais désolée pour Alain. Il a souffert et voulait aider. Immédiatement après ma libération, je suis allée au poste de police pour écrire une déclaration selon laquelle je n'avais aucune plainte contre lui. Mais il s'avère que ce ne serait pas aussi simple. Je devais parler à la police de l'expérience du pari avec mes amis pour 1000 $, des suggestions d'Alain de tout arrêter et du fait que je l'ai ignoré. Même Sharon et Kimberly ont été interrogées. Elles regrettaient déjà avoir tout gâché et de ne pas avoir arrêté le pari stupide. Après avoir regardé la dernière diffusion, la police était convaincue que ma vie était vraiment en danger. Et Alain a commis le crime pour me sauver. Ils l'ont laissé partir, mais cela ne l'a guère aidé à se sentir mieux. À son institut, ils ont appris le cauchemar de 10 jours. Les tests secrets d'Alain, ses conseils, etc. Il a été expulsé. Horrible comme l'enfer. Je pensais que toute l'agonie était terminée, mais cela ne semblait être qu'un début. À cause de moi, il a perdu son entreprise préférée et le rêve de sa vie. Après tout, il n'est pas une mauvaise personne et il voulait profiter de la science. Il n'a tout simplement pas choisi la bonne voie. Alain m'a dit d'aller en enfer, m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et enfin, il a maudit la science. Ce fut le pire jour de ma vie et je devais y remédier. J'ai écrit une lettre détaillée décrivant l'expérience et comment Alain m'a sauvé la vie et l'ai envoyée à toutes les institutions médicales aux États-Unis dans l'espoir qu'ils accepteraient. Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre. Je pense que c'est mieux que rien. J'ai supplié Alain de me rencontrer. D'abord, je lui ai demandé pardon pour toute cette horreur et il s'est aussi sincèrement excusé, soit dit en passant. Et puis, je lui ai parlé de mes lettres à plusieurs instituts médicaux. Alain était surpris et très heureux qu'il y ait un moyen de sortir de cette situation. Il m'a promis de ne plus jamais expérimenter sur les gens. L'histoire ne s'arrête pas là. La situation avec mes parents empirait et j'ai demandé à mes abonnés de m'aider à trouver un emploi. Et j'en ai trouvé un. Même si c'est temporaire, c'est l'argent dont notre famille a tant besoin maintenant. Sharon et Kimberly m'ont donné ce $1 000 et se sont de nouveau excusés.
Si vous aimez l'histoire, montrez-le avec le j'aime le plus déterminé. Je serai très contente, honnêtement. Consultez notre chaîne plus souvent, nous publions régulièrement de nouvelles histoires pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche. Vous ne manquerez pas le prochain épisode. Je vous souhaite un sommeil sain et beaucoup de bonheur. Bonjour, je m'appelle Tammy et j'ai 13 ans. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir avalé quelque chose de vivant, comme si vous aviez en vous quelque chose qui menace votre vie? Cette histoire m'est arrivée et son ressenti me hante toujours. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui arrivera à une personne si elle avale un serpent venimeux. Mes parents ont consacré toute leur vie à la biologie, donc je me suis intéressée aux animaux exotiques et aux insectes depuis l'enfance. Ce dont les enfants ordinaires avaient peur, c'était mes jouets préférés. Et au lieu d'histoire pour aller au lit, j'aimais écouter les encyclopédies et les travaux scientifiques de ma mère et de mon père. J'ai toujours voulu avoir un animal exotique à la maison, mais mes parents étaient contre, disant que cela pouvait être dangereux et qu'ils en avaient assez au travail. Jusqu'à récemment, mon père reçut un petit et rare serpent venimeux pour son anniversaire. J'étais ravie. Bien sûr, j'ai immédiatement voulu jouer avec, mais mon père m'a arrêté. Il a placé le serpent dans le terrarium de la maison et a dit qu'il ne devait pas être touché pendant l'adaptation. Et il m'a interdit de le prendre sans permission parce qu'il était toxique. J'étais bouleversée, mais je ne pouvais toujours pas le supporter et ma curiosité a pris le dessus. Avez-vous déjà désobéi à vos parents? Le lendemain, après le départ de mes parents pour le travail, je me suis faufilée dans le bureau de mon père et j'ai joué avec le serpent. J'ai décidé de le nommer Tony. Donc en secret, j'ai continué à rendre visite à Tony tous les jours. Mais au fil du temps, je me suis ennuyée de jouer avec lui seul et je voulais le montrer à mon meilleur ami, Carl. J'ai décidé de lui faire une blague et je pensais vraiment qu'elle serait drôle. Mais mon plan a échoué. Nous nous sommes assis avant de jouer à notre jeu préféré. J'ai dit à Carl que j'allais nous chercher quelque chose à manger. Je comptais laisser Tony sortir du terrarium et le ramener dans ma chambre sans être vu. Je pensais que Carl aurait peur, nous ririons ensemble et jouerions avec le serpent. Mais la farce est devenue incontrôlable. Lorsque Carl a vu le serpent sur sa jambe, il a sauté d'horreur, a crié fort, son visage est devenu complètement blanc. Il est tombé au sol et a commencé à suffoquer. Honnêtement, je ne savais même pas quoi faire, mais il fallait agir vite. J'ai trouvé un sac brun dans la cuisine, j'ai couru vers Carl et il a commencé à respirer dedans, revenant lentement à lui. Je lui ai donné un verre d'eau, il l'a bu et a commencé à me crier dessus. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas supporter les serpents, les lézards, etc. Enfin, il y était même allergique. Il m'accusait de le savoir et de l'avoir fait exprès. Mais je ne savais pas que Carl avait une telle peur. Nous avons eu une grosse dispute. Carl s'est offusqué et est parti en claquant la porte. J'ai remis le serpent au terrarium avant que mes parents ne s'en aperçoivent et je suis allée dans ma chambre. J'étais très triste que nous nous soyons battus, car cela ne s'était jamais produit dans toute notre amitié. J'ai donc fait des cauchemars la nuit suivante. J'étais presque endormie et dans mon sommeil, je pensais que quelque chose de froid était couché sur mon ventre et commençait à ramper jusqu'à ma tête. Il rampait jusque dans ma bouche et je ne pouvais même pas bouger. Je me suis réveillée le lendemain matin avec des sueurs froides. J'avais peur. Et ce que j'ai vu et ressenti dans mon rêve semblait très réel. J'avais très peur et j'ai rapidement couru pour regarder le terrarium. Mais il était vide. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai saisi mon estomac. Et je ne pouvais plus bouger. Y avait-il un petit serpent en moi maintenant? Le simple fait d'y penser m'a fait me sentir malade. Et j'ai couru aux toilettes. Apparemment, je n'ai pas bien fermé le couvercle hier. Et Tony a simplement rampé hors du terrarium, jusque dans ma bouche. Même le matin, j'ai senti quelque chose bouger sur mes lèvres. C'était tout simplement horrible. Je ne pouvais ni dormir, ni marcher, ni même manger. Et il me semblait toujours qu'il y avait cette froideur dans mon oesophage. Quelque chose de vivant. C'était comme si quelque chose de sang-froid avait rempli dessus.
De plus en plus de pensées me sont venues à l'esprit, et je ne pouvais pas les gérer seule. Alors le lendemain à l'école, j'ai trouvé Karl et lui ai demandé pardon. Et lui ai dit ce qui m'était arrivé. Il était tellement choqué qu'il ne s'est pas disputé avec moi. Il a commencé à réfléchir à la façon de résoudre ce problème, il était inquiet pour moi. C'était sympa, mais on aurait dit qu'il le savait. J'ai décidé de ne pas donner d'importance à sa réaction. Karl m'a dit d'aller chez le médecin tout de suite, a commencé à dire que c'était très grave et que nous ne pouvions pas le résoudre nous-mêmes. J'ai fondu en larmes et j'ai dit que je n'irais jamais chez le médecin. J'avais besoin de l'aide d'un ami. Avez-vous peur des médecins et des hôpitaux? Et puis, nous nous sommes souvenus que la mère de Karl était biologiste et elle avait de très rares livres sur les animaux au sang-froid à la maison. Karl m'a calmé et nous avons couru chez lui juste après l'école. Nous devions tout faire avant l'arrivée de sa mère. Nous nous sommes glissés dans son bureau et avons commencé à chercher le bon livre. Et je devenais de pire en pire et très malade. Karl était inquiet parce que le bureau de sa mère était un espace restreint dans leur maison et il me pressait de plus en plus. Mais je ne pouvais pas bouger plus vite. J'étais constamment morte de peur. De façon inattendue pour nous, la poignée de la porte d'entrée a tourné. La maman de Karl est rentrée tôt et nous a trouvés dans son bureau. Elle a commencé à nous crier dessus, et en particulier sur Karl. Et elle a même menacé une assignation à résidence, mais je ne pouvais pas laisser ça se produire, alors j'ai rassemblé mes pensées et je lui ai tout dit. Elle hésitait et semblait moins en colère, et je pensais qu'elle se calmait un peu trop vite. Peut-être qu'elle était juste inquiète pour moi. Elle a dit que j'avais probablement besoin d'être examinée par un médecin, car le serpent pourrait endommager mon oesophage, ou même m'empoisonner. Et comme le serpent était toxique, il pouvait se dissoudre dans mon estomac et le poison pénétrerait directement dans mon sang. Cela ne faisait que me sentir pire. Je savais que c'était une cause perdue. Tout allait trop loin. Je devrais le dire à mes parents. La mère de Karl a rapidement pris rendez-vous. Et une demi-heure plus tard, nous nous rendions à l'hôpital. Je me sentais pire chaque minute. Je me suis blâmée pour tout. J'ai perdu un ami, j'ai tout caché à mon père et j'ai violé son interdiction. Elle a dit qu'elle devrait le dire à mes parents, mais j'ai décidé de leur dire moi-même. Pendant ce temps, mon estomac tournait. Je pensais vraiment que le poison de serpent était déjà dans mon sang. J'étais constamment malade dans la voiture et je suis à peine arrivée à l'hôpital. J'étais déjà assise en ligne, pâle et effrayée, lorsque la mère de Karl a dit que je devrais probablement faire une gastroscopie et si nécessaire, ils effectueraient une chirurgie d'urgence. Je me suis assise dans le couloir en tremblant de peur. Je devais être appelée pour un contrôle d'une minute à l'autre. Et puis, j'ai vu mes parents. Ils avaient l'air très sérieux et même en colère. Alors je ne pouvais pas le supporter. J'ai sauté de ma chaise et je me suis excusée auprès de ma mère et de mon père. La peur de l'examen, de l'opération et de toute la situation me submergeait encore plus. J'ai tout raconté à mes parents et quand j'ai fini et ouvert les yeux, j'ai vu mon père me sourire gentiment. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Puis il m'a montré un pot avec un serpent. J'étais choquée. Venais-je d'imaginer tout ça me faisant presque perdre la raison? Comment cela pourrait-il arriver? Soudain, papa a sorti le serpent du pot et me l'a tendu. Et j'ai immédiatement sauté en arrière, effrayée qu'il puisse me mordre et injecter du poison. Mais mon père a montré que le serpent n'avait pas de dents. Je ne comprenais pas ce qui se passait et mes parents ont admis que je m'étais faite piéger. Presque autant que Karl. Mes parents ont dit qu'ils voulaient que je retienne cette leçon et que je ne leur désobéisse plus jamais pour ma propre sécurité. Oui, c'est difficile de ne pas la retenir. Il s'est avéré que Karl leur avait tout dit de ma blague. J'ai demandé où était passé le serpent du terrarium. Il s'est avéré que papa l'avait juste emmené à son laboratoire. J'étais tellement contente de ne pas avoir avalé le serpent que j'ai oublié que mes parents et Karl m'avaient donné une leçon. J'étais surprise de n'avoir rien remarqué, mais apparemment mon imagination a tout fait pour moi. Et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au serpent. Je savais que c'était pour mon bien. J'aurais pu blesser Karl avec ma blague,
et ma stupidité et ma curiosité pourraient me jouer un tour. Maintenant, j'évite le bureau de mon père. J'essaie de ne pas mettre mon nez et mes mains dans tout. Et pour ce comportement, mes parents ont promis de me donner mon propre terrarium avec un serpent d'eau. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Soyez prudents avec votre imagination et passez une bonne journée.